Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de l'un des canaux de création de contenu qui est probablement le plus sous-estimé dans le B2B, c'est le podcast. C'est vrai que quand on se lance dans le contenu, personne ne se pose la question de créer un blog. Pourtant, il y a déjà plus de 600 millions de blogs qui existent aujourd'hui sur Internet, et donc c'est juste une compétition qui est dingue. D'un autre côté, en 2021, on dénombrait seulement 850 000 podcasts actifs. Il y a donc une vraie place à prendre et une bonne idée à exploiter. C'était d'ailleurs l'un des leviers qui a été exploité par Dave Gerhardt au début de Drift, et qui a mené à la réussite fulgurante de cette startup américaine. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je reçois une des queens du podcast en France, qui a aussi craqué les codes de Clubhouse, de LinkedIn et bientôt de YouTube et de TikTok. C'est Caroline Mignot, qui est CEO de Richmaker et CMO de Refer. Bonsoir Caroline. Salut Axel, je suis trop contente d'être ton invité. Il faut qu'on dise la vérité à nos auditeurs. Ce soir, on boit du DK dans le Café du Market parce qu'il est presque 23h à l'heure où on enregistre. C'est vrai que j'ai commencé par un bonjour et c'est un peu malhonnête. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, si ça part un peu en latte à des moments et que vous voyez qu'on réagit n'importe quoi, ça peut expliquer des choses. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Je suis super content de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Parce que comme on l'a dit, aujourd'hui, t'as un des podcasts qui marche le mieux de ceux du marché, quoi. Merci, et j'aurai l'occasion de briefer tes auditeurs pour expliquer que tout ça n'était qu'un joyeux accident. Bah écoute, c'est comme ça que naissent les plus belles histoires. Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas Caroline Mignot ? Tout à fait. Donc, bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je m'appelle Caroline et ma grande passion, c'est le marketing. Alors, à la fin de mes études, je suis partie pendant 9 ans aux États-Unis et là-bas, j'ai découvert et pratiqué le growth marketing, donc un marketing très axé sur la performance. Et je me suis spécialisée dans une toute petite niche qui s'appelle le co-marketing, le partenariat, qui là-bas aux US est le 3e plus gros levier d'acquisition après la vente et le marketing. En France, c'est méconnu. Et du coup, je me suis donné pour mission de le faire découvrir au plus grand nombre. Ok, ouais, c'est vrai que le co-marketing, c'est aussi un vrai sujet. Mais rentrons dans le vif du sujet, du coup, de pourquoi t'es là. Je le disais, donc toi, t'es l'hôtesse de Marketing Square. Donc c'est un des podcasts marketing qui marche le mieux et qui est le plus écouté. On le trouve en tête de liste de toutes les plateformes. Pourquoi tu t'es lancé dans le podcast? Et du coup, quel intérêt t'y vois, toi, dans le contexte B2B? Moi, je me suis lancée dans le podcast il y a plus d'1 an. En fait, au moment où j'ai commencé à faire des lives sur LinkedIn, je me suis dit: «Quelle bonne idée d'aller, attirer de l'audience podcast», et du coup, j'extrayais la bande son de mes lives et du coup, j'avais appelé ça les rendez-vous du co-marketing et je l'ai pas tellement poussé en diffusion et je me suis dit que finalement, le référencement naturel de mon podcast allait œuvrer pour moi. Et évidemment, je me suis pris un bide total et ça n'a pas du tout marché pour plein de raisons. Déjà, le nom était incompréhensible. Deuxièmement, j'avais beaucoup de mal à avoir des invités, donc ça me prenait beaucoup de temps de sortir mes épisodes. Et puis, troisièmement, en fait, j'avais pris le parti de penser qu'on allait me découvrir. Et en fait, le podcast, faut quand même le diffuser et il y a plusieurs codes pour le diffuser. Donc voilà, c'est tout un nouveau métier à apprendre, mais c'est vrai qu'il y a une place à prendre. Après, tu verras. Moi, mon parti pris, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as vraiment envie d'aller sur un canal, il n'y a pas d'idée de saturation, en fait. Ta place, c'est toi qui la définis et pas les autres.
Ouais, clairement, c'est vachement intéressant ce que tu dis, effectivement. Bah, de toute façon, on le voit bien, hein, puis on l'a dit avec la masse des blogs, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, au contraire, il y en a toujours aujourd'hui qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est une façon aussi de l'aborder, et puis de comment tu t'investis dans ce canal, est-ce que tu respectes les codes ou pas, quoi. Donc justement, on le disait, c'est encore un petit peu, en France en tout cas, sous-évalué le podcast, peut-être sous-estimé, mais c'est quand même quelque chose qui se développe, on en voit de plus en plus sortir en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est déjà trop tard pour se lancer, ou est-ce que c'est encore le bon moment? Alors rassurez-vous, il y a 2 ans, quand j'ai lancé mon podcast au moment du confinement, tous mes potes m'ont dit: «Mais Caro, il y a plus de podcasts en France que d'habitants». Et du coup, c'était déjà trop tard il y a 2 ans. Donc moi, je pense pas que ce soit une question de momentum, c'est plutôt une question de comprenez en fait quelle offre nouvelle vous pouvez proposer. Et moi, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à craquer le game du podcast. C'est quand je me suis pas posé la question de ce que j'avais envie de faire, mais le moment où je me suis posé la question de ce dont le monde avait besoin en fait. Ouais, bah ça c'est toujours un petit peu le même problème quand on crée du contenu où le sujet entre on se fait plaisir, on fait quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous éclate, et effectivement, bah, il y a qu'est-ce que veut ta cible? Déjà, qui est ta cible? Et puis qu'est-ce qu'attend ta cible de ton support, enfin de ton contenu, quoi. Exactement, et en plus, je pense qu'avant de parler des projets qui t'intéressent vraiment, faut commencer par éduquer ton audience. Et tu vois, moi, j'étais sur une toute petite niche, la collaboration entre marques. Voilà, il y a très, très peu de gens en France qui sont fans de collab entre marques et qui ont envie, une fois par semaine, d'entendre une histoire de collab. Donc, c'était trop petit comme marché, et ça, c'est vraiment l'écueil à éviter. Donc, si vous avez envie de vous lancer et que vous pensez à des thèmes, surtout prenez un thème assez large et affinez en fonction de ce qui fonctionne. Ouais. Et tu vois, tu parlais de tes potes qui disaient aussi qu'il y avait justement plus de podcasts que d'habitants. Je lisais une stat intéressante en préparant le podcast. Il y a 10% des Français qui écoutent un podcast de façon hebdomadaire, et 80% de ces gens-là attendent justement des marques qu'ils aiment bien, un podcast, aimeraient pouvoir consommer les podcasts des marques qu'ils aiment bien. Tu vois, donc il y a quand même une vraie appétence sur ce sujet-là, et je pense une place à prendre, même bah, pour des entreprises B2B, quoi, vraiment. Le podcast de Marc, tu vois, c'est un débat intéressant. J'en discutais avec un copain qui bosse chez You Love Words, c'est une agence de contenu, et il me disait en fait, tout le monde, toutes les entreprises veulent lancer leur propre podcast. Moi, si j'étais une boîte aujourd'hui, quand je vois l'investissement que ça demande de lancer un podcast et le temps que ça prend en fait de le rentabiliser, j'aurais plus tendance à devenir sponsor d'un créateur qui marche déjà, qui a construit une confiance avec son audience. Parce que le principal écueil à éviter pour les marques, c'est quand tu vas sur des plateformes sociales, et incluant même le podcast, en fait, les gens n'ont jamais envie d'entendre parler une marque, ça crée pas assez de confiance. Tandis que si tu sponsorises un créateur, tu as une voie d'entrée qui est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, la vraie problématique des marques, c'est humaniser et non pas créer du contenu. Et du coup, c'est un vrai débat. Est-ce que le podcast d'entreprise, c'est une bonne pratique ou pas? Tu vois, moi, si j'étais une boîte, je le ferais pas. Je pense que ça coûte moins d'argent et ça crée plus de résultats sur le court terme et même sur le long terme d'aller sponsoriser un créateur. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et c'est un petit peu du marketing d'influence au final, mais Clairement. tu te bats, comme tu dis, tu t'épargnes un petit peu tout le travail qu'il y a autour, et puis tu peux bénéficier d'une communauté qui existe déjà. C'est vrai que c'est un débat qui est intéressant. Tu vois, bah justement, moi je lisais Founder Brand, j'en ai parlé un petit peu en intro de Dave Gerhardt là sur Drift, et comment est-ce qu'il avait mis ça en place en fait pour créer la marque personnelle du fondateur, si tu veux, tu vois, où justement il avait mis en place LinkedIn, Twitter et le podcast, où du coup il partageait avant la création du produit en fait même l'histoire un petit peu du fondateur, tu vois, et puis sa perception du marché, du marketing, du commerce, comment aborder les trucs, et en fait comment lui il était en train de construire sa boîte, quoi, tu vois. Et ça a construit une grosse audience, et ça leur a permis derrière, quand ils ont lancé le produit, bah, ils avaient créé la communauté, et donc derrière ça a très très bien marché, quoi. Et Drift, ça doit être la startup qui a la plus forte croissance aux États-Unis, je crois, au niveau historique. Donc, il y a peut-être quelque chose entre les deux. Je pense que ce que tu disais, c'était très vrai, c'est qu'effectivement, quand c'est la marque qui prend la parole, bah, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop, justement, la marque qui prenne la parole, quoi. Et d'humaniser tout ça, quoi. Et donc, passer par le fondateur et peut-être son expérience, son expertise, tout ça, c'est peut-être aussi intéressant, enfin, une façon de biaiser le truc, quoi. C'est clair. Le CEO branding, comme ils appellent ça aux Ouais. US, c'est un truc qui cartonne aussi en France. En B2B, on a des ambassadeurs comme Guillaume Houbèche. En B2C, on peut penser à Anthony Bourbon, par exemple, le fondateur de Feed. Ouais. Donc oui, il y a effectivement, j'avais fait un épisode là-dessus sur le CEO branding, et t'as raison, c'est une vraie bonne pratique. En tout cas, quand tu fais un podcast de marque, t'as intérêt à avoir un super créateur de contenu en interne ou ton CEO qui peut y allouer du temps. Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'humaniser en fait une entreprise qui prend la parole. Ouais, clairement. Bah justement, alors du coup, pour toi, avant quand on veut se lancer dans le podcast, c'est quoi les grandes questions à se poser, du coup, quand on veut se lancer sur ce canal?
Pour moi, la première grande question à se poser, c'est il faut se positionner. C'est ce dont le monde a besoin. C'est encore une fois, il faut trouver un petit peu votre ikigai. Et le ikigai, en fait, c'est le point de balance, c'est le point d'équilibre parfait entre ce que vous aimez faire, ce qui peut vous rapporter en termes d'objectifs, pas forcément de l'argent, hein, mais ça peut être de la notoriété, des rencontres, et là où en fait il y a un intérêt, il y a de l'attraction de la part du marché. Et pour moi, en fait, cette règle-là, le ikigai, on en fait un truc de mindset, un petit peu ésotérique, mais c'est tout ce qu'il y a de plus pragmatique, en fait. C'est à partir du moment où tu vas craquer ce truc-là que tu vas trouver ton channel market fit, comme on dit, et qu'en fait, tu vas avoir un média qui travaille pour toi et qui te rapporte à la fois du bonheur personnel et qui te permet potentiellement d'en vivre et de développer des choses. Donc, en fait, pour moi, le premier truc, c'est le positionnement. Et c'est là où je m'étais pris les pieds dans le tapis, tu vois, en faisant, en fait, un podcast pour me faire plaisir. Un podcast aussi qui était pas créé pour le podcast. C'est-à-dire que moi, je faisais une retransmission de mes lives et je pense que ça, je vous déconseille de le faire d'expérience parce qu'en fait, ce que les gens aiment avec un podcast, c'est justement sentir que c'est pas un format live qui a été copié-collé là par hasard pour faire des écoutes en plus, mais que en fait, il faut vraiment considérer votre auditeur à l'instant T. Il faut trouver une thématique qui l'intéresse, peut-être un invité qu'il a choisi. Et en fait, c'est comme ça aussi que tu arrives à créer un lien. On sent que c'est fait spécialement pour toi. Et c'est pas un contenu copié-collé, tu vois. Ça fait vite réchauffer quand tu commences à faire ça. Ouais, ok, je vois. Donc, trouver un positionnement bien à toi, et effectivement, comme tu dis, j'ai presque envie de dire, ça c'est vrai sur tous les canaux, sur tous les réseaux sociaux, c'est créer un contenu qui est adapté à ce canal-là, en fait, et qui est fait pour ce canal-là, parce que chaque canal a ses codes au final. Exactement. Et même en termes de stratégie de diffusion, tu peux trouver un positionnement qui t'est propre. Tu vois, le deuxième positionnement du podcast, c'est j'ai pris un thème marketing qui parle à tout le monde. Deuxièmement, je choisis le growth marketing. Donc, c'est une vision très transversale du marketing qui couvre toutes les facettes du marketing. La deuxième étape de mon positionnement, c'est que je trouve que les podcasts marketing n'utilisent que des gros invités. Et moi, je décide de prendre le contre-pied et je fais le podcast du CEO au stagiaire. Et en fait, chez moi, tout le monde est le bienvenu, mais c'est le podcast des généreux. Il faut vouloir partager quelque chose. Donc là, je prends, tu vois, un deuxième contre-pied. Et le troisième contre-pied, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de formats longs, beaucoup de formats interview. Et moi, je me suis lancée, et c'est là où ça a été, je pense, fracassant, et c'est ça qui a marché sur mon podcast. Je me suis lancée totalement à l'inverse de ce que faisait tout le monde. J'ai fait des microcasts, des épisodes de 15 minutes. J'en sortais un par jour et c'était du contenu 100% actionnable. Et la promesse de mon podcast, c'est je vais pas forcément vous inspirer. C'est pas un format de 3h30 où on entend parler un entrepreneur star. C'est en fait quelqu'un qui vient partager une pépite qui va vous permettre en 15 minutes de transformer une partie de votre business. Et la promesse de mon podcast, c'est qu'il y a un avant, un après en seulement 15 minutes. Donc, quand je vous parle de positionnement, c'est pas que du branding. C'est la façon dont vous le diffusez, c'est la façon dont vous l'enregistrez, c'est les invités que vous avez. Le positionnement, c'est un petit peu tout ça mélangé. Ok, super intéressant. Et justement, tu vois, tu me fais la passe par rapport à ce que tu disais, c'est que l'été dernier, tu as fait justement une petite auto-évaluation, en tout cas autocritique de ton podcast, parce que justement, tu n'avais pas la réussite que tu voulais, et donc tu t'es dit, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose qui va pas, et donc aujourd'hui, on l'a répété, mais ton podcast, il marche très 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 bien. Donc qu'est-ce que tu as changé, et c'est quoi du coup alors les bonnes pratiques justement pour sortir de la masse? Tu l'as un petit peu déjà révélé là, c'est le positionnement au final. Ouais, j'ai fait un gros spoiler, hein. C'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, imagine Axel, ma mère, ça a toujours été mon fan numéro 1. Et un jour, donc c'est l'été, on est en juillet de l'année dernière, et je dis à ma mère, est-ce que tu peux écouter mon dernier épisode de podcast? Et au bout de 5 minutes, elle s'endort. Alors que ma mère, ça a toujours été mon soutien infaillible. Elle m'a entraînée pour tous les trucs les plus éclatés au sol, sans ciller, en trouvant toujours que ce que je faisais, c'était super. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai une épiphanie. Je me dis, mon podcast, ça va pas. Personne n'a osé me le dire, mais c'est une vraie daube. Et du coup, faut faire quelque chose. Et en fait, je le fais écouter à 2-3 potes qui me disent, ah oui, on n'avait même pas vu parce que c'était le cimetière des éléphants. Je devais avoir 100 écoutes, tu vois. Mais ils me disent, ah oui, Caro, effectivement, ça te rend pas trop justice. Soit tu le fais bien, soit tu le coupes, tu vois. Du coup, au mois d'août, je me dis, pourquoi pas, en fait, ça fonctionne sur Clubhouse, en live, en direct. Je vais essayer le podcast et à ce moment-là, pendant une semaine, je suis en mode, je lis tout ce que je peux sur le podcast et je suis en mode vraiment autiste. Je me coupe du monde et je me dis là, il faut que je craque le truc. Je regarde comment fonctionnent les algos, je regarde comment fonctionnent les podcasts en France, comment fonctionnent les podcasts aux US et en fait, je fais que écrire, écouter la phase d'audit.
Et c'est ça mon premier conseil. Numéro 1, faites cette phase d'audit. Et puis après cette phase d'audit, c'est tout de suite la phase d'action. Et là, en fait, je me dis, il faut que je rattrape le retard. Il y a plein de podcasteurs qui sont déjà en place. Et ben, je vais les voir, je network, je leur dis, est-ce que tu veux bien venir dans mon podcast? Et en fait, les podcasteurs, c'est trop des gentils. Et du coup, mon deuxième conseil, networker. Et pour lancer votre podcast, bah, allez apprendre de ceux qui en font et invitez-les. Et vous verrez que en général, s'ils ont la possibilité de vous rendre l'appareil, bah, quand vous les avez invités, si vous avez eu un échange intéressant avec eux, s'ils ont une thématique, ils penseront à vous pour la fois prochaine. Et du coup, bah, moi, ça a commencé à marcher. Il y a une podcasteuse qui m'a fait confiance, puis une deuxième, une troisième. Et voilà, ça, c'est la deuxième étape. Du coup, c'est la partie, bah, construisez votre réseau. Et la troisième étape, pour moi, c'est vraiment la partie diffusion. Il faut que vous construisiez un plan précis de comment vous diffusez votre podcast pour pas y perdre trop de temps et créer un espèce d'effet boule de neige. Alors, est-ce que vous demandez systématiquement à vos invités de reposter? Comment est-ce que vous allez simplifier la tâche de vos invités s'ils doivent reposter? Encore une fois, si vous venez de vous lancer, vous n'avez pas d'audience, donc essayez au maximum de faciliter la tâche. Il faut que vous ayez quelque chose à proposer. Et ça, tu vois, c'est mon métier, c'est le partenariat. C'est pas grave de pas avoir d'audience. Mais pour faire un partenariat, il faut avoir quelque chose à offrir. Alors peut-être que vous offrez des contenus clés en main. Peut-être que vous allez dire, bah regarde, je t'ai déjà préparé le carrousel. Je t'ai préparé la story pour ton Instagram. En fait, essayez absolument d'avoir quelque chose à offrir. Ok, c'est super intéressant ça. Effectivement, bah tu dis c'est l'aspect un petit peu co-marketing, mais déjà même quand tu dis de networker, d'inviter d'autres podcasteurs, c'est déjà aussi effectivement bah, bénéficier de l'audience de ces podcasteurs-là, dans la visibilité, et derrière effectivement quand tu peux faciliter le travail, bah t'as plus de chances derrière d'être relayé aussi quoi. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des principales questions du sujet podcast, parce que tu as parlé de plein de trucs. Comme on est là tous les deux, il est tard, on a notre tisane. Du coup, je vais t'arracher une confidence, mais c'est quoi? Parce que on partage toujours les bonnes pratiques, donc effectivement, tu l'as dit, c'est toujours tout rose, tout marche toujours bien, et puis on a trouvé l'astuce. Mais dans ta carrière, toi, c'est quoi le plus gros challenge justement auquel t'as été confronté, vraiment le truc qui t'a posé le plus de problèmes, et peut-être qui a merdé quoi? Franchement, le fait de devenir entrepreneur, moi, j'avais pas fait d'école de commerce, j'ai fait des sciences humaines. Après, j'ai fait du marketing pendant 10 ans. Donc, en fait, je savais bien vendre un produit fini. Mais quand tu dois créer un produit, c'est une autre affaire. Et du coup, moi, je monte un logiciel tech et une application mobile. C'est pas les mêmes projets. Le logiciel tech, du coup, s'appelle Richmaker. C'est une plateforme qui permet aux marques de se rencontrer, d'identifier des compatibilités entre business pour faire des partenariats réussis ensemble. Et le deuxième projet, c'est une application mobile qui te permet en fait de leverager, d'activer ton réseau LinkedIn pour plus facilement aller chercher des clients, des talents, un job, ce que tu veux. Et pour moi, ça a été et c'est encore aujourd'hui mon plus gros challenge, c'est la partie produit. Tu as compris un usage, tu es marketeur, tu sais écouter, tu sais auditer un marché, tu sais assurer un go-to-market, tu sais mettre un produit sur le marché, mais l'étape du milieu, concevoir, elle est pas évidente. Ouais, concevoir la solution au problème, c'est pas si évident que ça, quoi. Et du coup, je vais enchaîner avec une deuxième question qui va peut-être paraître complètement débile, mais être une femme dans la tech, du coup, lancer un produit, tu trouves, enfin, est-ce que t'as ressenti ce challenge-là? C'est vrai qu'on a cette image toujours de dire les femmes dans la tech, c'est des perles rares, tu vois, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as vécu? Franchement, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais moi, j'ai pas trop mal vécu d'être une femme dans la tech. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes, mais je vais te dire, dans ce milieu-là, bah moi, je vois pas beaucoup de machos. Faut dire qu'avant, j'ai fait des univers comme le transport routier. Qui m'ont bien armée pour le futur. J'ai fait des industries assez machistes, comme par exemple la mode. Tu vois, moi, quand je bossais dans la mode, bah voilà, nous les filles, on nous appelle mon bijou. Voilà, donc j'ai vécu des situations un petit peu sexistes. Mais dans la tech, peut-être que j'ai un biais énorme, mais je trouve que justement, c'est tellement un environnement moderne. Tu bosses tellement avec notre génération qui fait attention à justement l'équité, la diversité, l'inclusion. J'ai au contraire eu l'impression qu'être une femme a penché en ma faveur parce que justement j'étais peut-être plus visible parce que bah tu vois, même sur Clubhouse on faisait des rooms sur la tech, bah il y avait 9 mecs dont 3 mecs de BFM qui étaient des pontes du secteur, et ben moi bah le fait d'être la seule nana, bah en fait on m'invitait et j'étais un peu le quota discrimination positive, mais je l'ai vécu de façon positive et j'étais là en fait, bah j'y vais. Il faut se forcer à pas avoir le syndrome de l'imposteur et dire bah oui, je suis avec que des mecs, mais
mais en même temps, ils m'ont invité. Alors, soit tu te dis, ils m'ont invité parce que je suis une femme et tu te braques, soit tu te dis, peut-être qu'ils m'ont invité parce que je suis une femme, mais là, il y a une place à prendre, justement, et allez, on y va et on voit le côté plein du verre. Et pour l'instant, en tout cas, moi, je le prends avec ce biais-là et je kiffe à fond. Être une femme dans la tech, c'est trop bien. Ok, cool. Écoute, c'est un beau message. En tout cas, effectivement, je pense que, comme tu le dis, c'est l'impression qu'on donne. Alors, des fois, faut se méfier aussi un petit peu des impressions qu'on donne, justement, mais qu'en tout cas, le secteur est plus ouvert. Et moi, c'est vrai que pour avoir bossé un petit peu dans le SaaS et dans d'autres secteurs avant, c'est pareil, c'est un milieu que j'ai toujours trouvé super bienveillant. Tu te rencontres des gens toujours super sympas, super ouverts. Alors, ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, c'est certainement peut-être pas le pire milieu pour évoluer, quoi. Mais après, moi, je le dis de ma position, qui est certainement pas celle des plus exclus, qui sont le plus en difficulté, quoi. Ok, bon écoute, je te remercie pour ce super échange. Je pense que t'as dit 1000 trucs et c'était super riche. S'il y a un truc à retenir pour toi, du coup, quand on veut lancer un podcast, si on revient sur notre sujet de base, la leçon à retenir ici, c'est quoi? Testez, essayez, et si vous vous plantez, recommencez, parce que si vous y croyez vraiment, ça va marcher. Ça peut paraître oui, mais vous voyez qu'après plusieurs pots de banane, en fait, mon podcast a fonctionné. A fonctionné, ouais. Donc c'est un beau. Et dans le pire des cas, si t'as pas d'écoute, personne ne le saura. Exactement. Mais voilà, c'est comme tu dis, essayer, tester. Ok. Écoute, merci beaucoup Caroline. C'était super de t'avoir. Je suis super content que t'aies accepté de passer et puis que tu nous aies consacré tout ce temps-là. Donc encore une fois, merci beaucoup. Si jamais, de toute façon, forcément on l'a dit, mais tu es sur LinkedIn, j'imagine si il y a besoin de questions ou d'approfondir le sujet, quoi. Exactement, je réponds à tous mes messages sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis, si vous vous posez des questions sur vos business et que vous avez envie d'avoir des audits marketing, qu'on vous aide pour la structuration de votre boîte ou quoi que ce soit, on fait une room Clubhouse à destination des entrepreneurs, des marketeurs. Et du coup, c'est un rendez-vous gratuit de 1 heure le mercredi de 9h à 10h. Et on vous fait toute votre stratégie, on vous aide. Et non seulement on vous apporte nos lumières et nos avis sur vos projets et vos produits, mais en plus, c'est une chouette communauté d'entraide, donc ça vous permettra de faire du networking et de vous faire connaître. Carrément, écoute, j'en parlerai dans la description de l'épisode et puis je mettrai évidemment le lien aussi vers Marketing Square pour ceux qui veulent découvrir ton podcast et qui auraient découvert le mien avant le tien, donc ce serait une erreur absolue, quoi. Encore merci beaucoup Caroline, et donc je te dis bonne nuit cette fois-ci et je te laisse aller te coucher. Je te dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute et n'oubliez pas d'aller encourager Axel qui se lance dans son podcast en lui laissant une review sur Apple Podcast. Ça dure 2 secondes pour vous et pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc moi, je vais aller t'en laisser une de ce pas, Axel. Et merci encore d'avoir pensé à moi pour ton épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Merci beaucoup Caroline, salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.